Peut-on assimiler la liberté de la presse à la liberté d'expression? Parfaitement, répond Jean-Frédéric Josselin. L'ambassadeur de la Suisse à l'UNESCO pilote une exposition d'une richesse incroyable avec des unes historiques et des premiers numéros de la presse en langue française. Bonsoir Jean-Frédéric Josselin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'artisan, si l'on peut dire, de cette exposition. Vous êtes ambassadeur suisse auprès de l'UNESCO. On précise que l'UNESCO, c'est l'agence onusienne qui s'occupe de la science, de l'éducation et de la culture. Alors cette exposition s'appelle La presse en liberté. Coup d'envoi après-demain, 22 mars. Ça va durer toute une semaine jusqu'au 29 mars. D'abord l'actualité, vous venez tout juste du musée du Louvre, on en parlait dans la première partie. Il y a eu au Louvre le lancement d'une grande alliance internationale fondée par Dubaï et par votre agence, l'UNESCO, pour préserver le patrimoine mondial qui est malmené par les guerres et le terrorisme. Comment ça s'est passé ? La France et les Émirats arabes unis avaient convié plusieurs pays à Abu Dhabi il y a 4 mois pour lancer l'idée qui émanait en fait d'un rapport qui avait été fait par le président du Louvre en disant que faut-il faire au niveau du sauvetage du patrimoine. L'idée de créer un fonds a été évoquée et ce fonds a été institué, lancé. Il sera créé à Genève dans le cadre d'une fondation qui aura la possibilité d'amener des fonds. Le premier but de ce fonds est bien sûr de récolter des fonds auprès des partenaires aussi bien publics que privés. Le but c'est d'atteindre 100 millions de dollars pour pouvoir agir rapidement, efficacement sur le sauvetage du patrimoine mondial. C'est un sujet qui vous tient à cœur à l'UNESCO. Concrètement, aujourd'hui, on en est où sur les œuvres qui sont menacées, notamment en Syrie ? Alors, c'est un thème qui nous occupe, je dirais, tous les jours. J'entends, c'est vraiment une actualité très forte, aussi bien la situation d'Alep que Palmyre, que la situation au Mali, que la situation dans beaucoup de pays où le patrimoine est détruit. Et bien sûr que la réponse n'est pas toujours évidente et le fait de pouvoir disposer d'un fonds et d'agir à ce niveau-là est bien sûr une nécessité. Et donc, on a lancé ce fonds ce matin. La Suisse propose aussi non seulement d'accueillir ce fonds, parce qu'on a une certaine habitude des fondations, c'est quelque chose qu'on pratique très volontiers et très facilement en Suisse, mais d'un autre côté, nous prônons aussi la mise à disposition de refuges. Il faut de temps en temps pouvoir abriter ces œuvres pendant un certain temps. En Suisse, nous avions déjà une certaine expérience lointaine avec le Prado lors des événements en Espagne, où nous avions abrité des œuvres du Prado. Justement, vous disiez agir. Quand vous dites agir, Jean-Frédéric Josselin, c'est quoi? C'est la prévention ou c'est de la prévention, c'est pouvoir décider, il y a du patrimoine en danger, il faut le mettre à l'abri. Et nous avons fait ça pour l'Espagne, nous avons fait ça plus récemment pour l'Afghanistan. Les biens ont été remis en place. Et bien sûr qu'il faut aussi des moyens pour ça, mais c'est aussi de l'action par rapport aux destructions qui ont été faites, aller identifier quels sont les dégâts. Par exemple, à Palmyre, c'est un travail énorme à faire maintenant. Avant de parler de votre exposition, c'est la journée mondiale de la francophonie. On en parlait dans la première partie avec Michael Müller, directeur général de l'ONU. Genève, on l'a compris, est une des places fortes de la francophonie. Pour vous, qu'est-ce que cela représente, la francophonie? Comment la définiriez-vous? Est-ce que c'est une langue, un espace ? Alors, je suis aussi accrédité auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis moi-même francophone en Suisse, ce qui est une minorité, en fait. Et bien sûr que la francophonie est une chose importante. Cette année de plus, je préside le groupe francophone de l'UNESCO. Il y a un groupe de 78 pays francophones à l'UNESCO qui est actif. Et pour moi, la francophonie, c'est un espace, c'est une volonté d'être ensemble. C'est une volonté de défendre non pas une langue. Beaucoup de gens confondent l'Organisation internationale de la francophonie comme le défenseur de la langue française. Ce n'est pas le cas. C'est avoir une communauté d'intérêts qui partage des valeurs propres à la francophonie et aux espaces francophones, donc une culture francophone, pour traiter des questions de la paix, de la sécurité, de l'éducation. C'est pas que la langue française. C'est pas que la langue française. Si elle la défend, l'OIF. Oui, oui, absolument. Alors, votre exposition, donc, sur la presse en liberté, qu'est-ce que l'on va pouvoir voir au juste? D'abord, peut-être, pourquoi est-ce que vous avez choisi cet angle précis? Alors, comme beaucoup de projets, cette manifestation a démarré sur une anecdote. Je discutais avec un ami dans la presse, Jean Miot, qui est un des pontes de la presse francophone, et qui me racontait qu'il avait rencontré un collectionneur absolument incroyable qui collectionnait les numéros 1 de la presse.
depuis 1750. Et il me demandait, c'était il y a plus d'une année, s'il était possible de faire une exposition à l'UNESCO. J'ai trouvé l'idée fort intéressante et ce projet a démarré comme ça sur un coin de table autour d'un café. Et depuis, bien sûr, j'ai contacté mon collègue de l'ambassade de France à l'UNESCO et d'autres partenaires. J'ai eu l'occasion de discuter avec Jean-Charles Decaux, qui s'est passionné pour cette affaire et qui a immédiatement dit qu'il voulait nous aider à faire cette exposition. Et d'une petite idée de présenter quelques journaux, nous avons maintenant une semaine consacrée à la presse en liberté. Nous allons prendre le thème des journaux, bien sûr, mais toute la question de la presse, du journalisme, de la liberté d'expression, de la liberté de recevoir l'information. Les caricaturistes viendront, la presse de la jeunesse sera là, et il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir concrètement? Alors, quels journaux, par exemple? Alors, le collectionneur a 4000 journaux, des numéros 1. J'ai, bien sûr, en tant qu'ancien directeur de la Bibliothèque nationale suisse, j'ai aussi fait venir des documents de Suisse. Il y en aura aussi du Maroc. On envoie un exemplaire maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que il y a eu en France 350 000 titres produits depuis 1750. Donc nous n'en avons qu'une infime partie et on en présentera environ 200. On a dû faire une sélection extrêmement délicate. Bien sûr, les choix sont toujours difficiles. Mais l'idée aussi du numéro 1 dans un journal, c'est pour un éditeur de journal de montrer une ligne. Son premier numéro est très important. Ouais. Et donc, montrer la ligne et de voir quelle était la ligne il y a 100, 150 ans et qu'est-ce qu'est devenu ce journal est très intéressant. C'est ce qui est pertinent. Alors, la liberté de la presse, justement, je le disais tout à l'heure, hein, pour vous, on peut l'assimiler à la liberté d'expression. Quel regard portez-vous aujourd'hui, justement, sur la liberté de la presse dans le monde? Peut-être un tableau général? Alors, j'aimerais citer un texte, une phrase que j'ai trouvée d'un acteur que tout le monde connaît, c'est Nelson Mandela, qui, lorsqu'il était emprisonné à Robben Island, a dit « Les journaux ont plus de valeur pour les prisonniers politiques que l'or et les diamants. » Et que ces prisonniers sont affamés d'informations plus que de nourriture ou même de tabac. Ça montre un petit peu le besoin d'information. Alors on va essayer de traiter pendant cette semaine non seulement de la question de l'accès à l'information, mais la question de la liberté de la production de l'information. Et le but n'est pas de polémiquer. On aura des caricaturistes, on aura des illustrateurs, on aura des gens qui s'occupent de la presse vis-à-vis de la jeunesse. Le but n'est pas de polémiquer. Le but est d'essayer de faire un constat, de dire où en sommes-nous. Nous avons bien sûr Internet. Je suis un informaticien de base, donc je ne m'en vais pas mettre de côté les outils électroniques qu'on a à disposition, qui sont absolument merveilleux, qui ne sont pas pour moi en concurrence avec la presse écrite, parce que je suis persuadé que la presse écrite a un avenir, doit continuer à exister et doit pouvoir se développer, mais dans des créneaux qui sont différents de ceux d'aujourd'hui. On a vu depuis son accession à la Maison-Blanche, le président des États-Unis, Donald Trump, fustiger la presse et les médias. On a vu des attaques aussi en France contre les journalistes, toute proportion gardée. C'est quelque chose qui vous choque ? C'est quelque chose qui malheureusement ne me choque pas parce que ça ne m'étonne pas. J'entends bien sûr que le rapport des politiciens avec la presse est difficile, délicat. Il est aussi de devoir de la presse de savoir exactement quelle est l'information qu'on passe, qu'on veut distribuer, quelle est l'éthique du journaliste, c'est un thème qu'on va aussi aborder, quelle information peut-on donner, et surtout ce qui est très difficile, c'est que vu la rapidité de l'accès à l'information maintenant, vous, journalistes, n'avez plus le temps de contrôler. On avait avant, lors de la presse uniquement écrite, on avait un peu le temps de se renseigner, de voir quelle était l'information qui était valable ou pas. Maintenant, la pression qu'il y a sur le dos des journalistes est telle que le contrôle est moindre d'une manière ou d'une autre, et donc ça pose certains types de problèmes. Quels sont les acteurs qui vont venir parler à Genève de toutes ces thématiques de liberté de la presse, de liberté d'expression, de l'éthique aussi dans le journalisme ? À Genève, non, on va à Paris. On va parler à Paris. On en parlera peut-être au Salon du Livre à Genève, puisque cette exposition sera peut-être présentée lors du prochain Salon du Livre de Genève, mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, c'est Paris. En attendant, c'est Paris, à partir de mercredi et jusqu'au 29. J'entends, on va parler, il y aura tous les acteurs possibles. Le but, c'est vraiment de mettre
tous les pays autour de la table et tous les acteurs de tous les bords, et d'ouvrir la discussion. Il y aura des acteurs qui viennent d'Afrique, par exemple. Il y aura à l'UNESCO, nous avons 195 pays qui seront présents. Les représentants de ces pays seront présents. Ils ont tous été invités. Et bien sûr que l'intérêt des médias, l'intérêt de la presse, l'intérêt de l'information est grand maintenant. Et cette question de liberté, jusqu'où va la liberté? Jusqu'où peut-on donner de l'information? Et quelle est la nécessité du public d'accueillir cette information, de pouvoir la chercher, est un thème de grande actualité. Merci beaucoup Jean-Frédéric Josselin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que le coup d'envoi de cette exposition et de ces conférences, c'est après-demain à Paris, en présence d'ailleurs d'Irina Bokova, la numéro 1 Bien entendu. de l'UNESCO. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.